The Legend of Zelda Twilight Princess, sorti sur GameCube et sur Wii en 2006, puis réédité en version HD sur Wii U 10 ans plus tard, en 2016, est un véritable pilier de la série Zelda. Il aura été pendant longtemps le Zelda le plus vendu de l'histoire de la série, détrôné il y a quelques années par Breath of the Wild. Dès sa toute première présentation à l'E3 2004, où il a été plus qu'acclamé, beaucoup avaient déjà remarqué le caractère et l'esthétique plus sombre de cet épisode de la série, tranchant directement avec son prédécesseur quasi direct, The Wind Waker. Comme beaucoup de joueurs, je suppose, Zelda Twilight Princess est l'un de mes Zelda préférés, si ce n'est mon Zelda préféré. Bon, aussi sûrement car il est mon tout premier Zelda, on va pas se mentir. Aujourd'hui, je suis donc très heureux de vous partager cette théorie qui vient de moi sur la signification cachée de The Legend of Zelda Twilight Princess. Pour commencer, ce jeu nous raconte l'histoire du monde des ombres qui souhaite prendre le dessus sur le monde de la lumière. Link s'accompagne d'une étrange créature, Midona, afin d'arrêter le soi-disant dirigeant du monde des ombres, Xanto. Ce jeu, plus sombre que les autres, comme nous le disions tout à l'heure, ne l'est peut-être pas pour rien. Bon, on va pas tourner autour du pot, vous avez sûrement vu la miniature de la vidéo. Selon la théorie que je vous présente, le jeu tout entier serait une métaphore de la dépression. Avant de continuer, c'est quoi une dépression ? Une dépression est un état mental et physique qui entraîne de la tristesse, de la faiblesse, de l'anxiété. Bref, ce n'est pas à prendre à la légère, surtout quand on sait que ça peut durer longtemps. Elle est officiellement reconnue comme une maladie depuis environ les années 70-80. Cependant, au Japon, pays d'où vient la majorité des développeurs du jeu, la dépression est reconnue comme une maladie un peu plus tard, plutôt dans les années 90 début 2000. Ce qui correspond étonnamment pile aux années de développement de Twilight Princess. Pour la suite de la vidéo, nous nous appuierons sur les travaux de psychiatres s'étant penchés sur la question, notamment Henry Hay et Émile Kraepelin pour ne citer qu'eux. Les autres jeux de la série, jusqu'ici, s'ouvraient sur une scène d'introduction qui mettait en scène les éléments importants pour l'histoire qui allait venir. Des éléments qui allaient servir d'appui pour le scénario et qui servaient à enrôler le joueur dans le jeu dès le début. Twilight Princess propose quelque chose de différent. Pas de légende, pas de princesse, pas de château, pas d'histoire. Simplement les phrases énigmatiques du premier personnage visible dans le jeu, Mohi, l'ami de Link. Je me sens toujours mélancolique lorsque le crépuscule arrive, pas toi ? On dit que c'est le seul moment où l'au-delà et notre monde se recoupent. Le seul moment où l'on ressent l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière. C'est de là que vient cette solitude, ce désespoir qui nous déchire le cœur entre chien et loup. Très mélancolique et inhabituel comme façon de commencer un Zelda, non ? La version anglaise et la version japonaise transmettent le même type de message à peu de choses près. Le village de Toll est la toute première zone du jeu. Lieu de tuto pour le joueur, il représente évidemment l'état initial où la vie suit son cours habituel, lentement mais sûrement. Cependant, au bout de quelques minutes de jeu, les Bulbines débarquent, cassent tout sur leur passage et frappent Link à la tête, ce qui n'est sûrement pas un hasard d'ailleurs. Un changement brutal est intervenu dans la vie de Link, un choc brisant tout sur son passage. À peine Link a-t-il eu le temps de se réveiller que la machine est déjà lancée. Il file à la poursuite des kidnappeurs de ses amis, mais il se fait entraîner de force par une main monstrueuse dans les ombres. À l'intérieur du crépuscule, grâce au pouvoir de la Triforce du courage qui est en sa possession, Link se change en bête sauvage, en loup. Reprenant ses esprits un peu plus tard dans une prison, c'est ici qu'il fera la rencontre de son compagnon de voyage, Midona. Pour ceux qui ne le savent pas, le fait que Link puisse se transformer en loup dans ce jeu n'est pas une idée sortie de nulle part.
Elle provient d'un rêve, ou plutôt d'un cauchemar, qu'avait fait Eiji Aonuma, réalisateur du jeu à l'époque. Celui-ci avait rêvé être enchaîné dans les geôles d'une prison sous la forme d'un loup. C'est ce cauchemar qui aura beaucoup inspiré le pouvoir de Link dans Twilight Princess. Comme dit juste avant, le réalisateur du jeu est Eiji Aonuma, déjà connu à l'époque pour ses travaux sur des précédents épisodes de la saga. Son premier vrai projet en tant que réalisateur de la série a été Majora's Mask, un Zelda, encore une fois, un peu plus sombre que les autres, avec un sous-texte important et traitant, on sait aujourd'hui que c'est officiel, des différentes étapes du deuil institutionnalisées en 1969 par Elisabeth Kubler-Ross. Évidemment, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer que le deuil est intimement lié à la dépression. Elle est même une étape établie de celui-ci. Il ne serait donc pas étonnant qu'Aonuma, en tant que producteur du jeu, ait remis le couvert pour évoquer un sujet similaire dans Twilight Princess. En plus de cela, on sait que le développement de Majora's Mask a été très dur et éprouvant pour les personnes ayant travaillé dessus. Le timing était extrêmement serré, on leur demandait de travailler toujours plus dans une limite de temps toujours plus courte. Le jeu est d'ailleurs sorti avec 1 an de retard et on sait aujourd'hui que ce jeu a été un vrai calvaire pour les personnes qui ont travaillé dessus. Cela n'est donc peut-être pas si étonnant que l'un des jeux suivants de la série Zelda parle de santé mentale dans son sous-texte finalement. Évidemment, Eiji Aonuma n'était pas seul à travailler sur Twilight Princess. L'une des principales scénaristes du jeu a été Aya Kyogoku, aujourd'hui assez connue pour son travail pour la série des Animal Crossing notamment. Aya Kyogoku, dans les quelques interviews où elle est interrogée, évoque plusieurs fois la santé mentale des scénaristes, notamment sur les questions de l'anxiété et de la gestion du stress. En ce qui concerne le jeu lui-même maintenant, revenons sur le fait que Link se soit changé en loup. Dans la culture japonaise, le loup est un être ambivalent, tantôt bienveillant, tantôt malfaisant. Cet être, que les Japonais appellent Okami, surfe subtilement entre lumière et ombre. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Dans plusieurs cas, la dépression entraîne des changements brutaux, s'accompagnant donc d'une distorsion de l'image que l'on se fait de la vie et d'une distorsion de l'image que l'on se fait de soi. La personne peut avoir l'impression de ne plus savoir qui elle est, comme si elle se tenait devant un miroir déformant. Je vous faisais remarquer que Link avait, justement, changé de forme. Mais il n'est pas le seul à être défiguré. Le jeu tout entier montre des personnages qui ont changé de forme. Midona, à qui Xanto a jeté un sort, les boss des temples à cause des fragments de cristal d'ombre ou de miroir des ombres, les habitants du monde de la lumière changés en âmes désincarnées, les habitants du monde des ombres changés en monstres par les pouvoirs de Ganondorf, et même le royaume d'Hyrule tout entier en fait, recouvert par le crépuscule. Tout a changé, tout est défiguré. La dépression ne laisse bien souvent pas le choix, elle débarque d'un seul coup et détruit énormément, sorte de goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le récit de la princesse Zelda. Bien que les gardes d'Hyrule semblaient préparés à contrer cette attaque, Xanto et ses sbires les écrasent en quelques secondes dans une nuée noire. Il laisse le choix, comme il le dit, la reddition ou la mort. La princesse a vite choisi, elle rend les armes. Ce choix, fort louable sur bien des points, causera tout de même de nombreuses douleurs dans le royaume. La toxicité s'abattant sur la forêt de Firon, le massacre des habitants de Cocorico, mais la plus importante d'entre elles restera la disparition des chefs de chaque peuple. Morok, le chef des Gorons, est devenu un monstre. Lutera, la reine des Auras, a été assassinée. Zelda, un peu plus tard, donnera sa vie pour sauver celle de Midona. Même Alpha, le chef des singes de Firon, est tombé sous le contrôle des insectes des ombres. Tous les peuples du royaume, privés de leur chef, sont en péril. Link devra alors leur porter secours et ramener la lumière sur Hyrule, afin d'effacer les ombres, autant réellement que symboliquement. Pour lui venir en aide dans cette tâche, un mystérieux personnage viendra le soutenir. L'esprit de l'ancien guerrier lui apprenant ses techniques de combat. À l'époque de la sortie du jeu, beaucoup théorisaient déjà que ce guerrier soit l'esprit d'un Link,
le Link d'Ocarina of Time et de Majora's Mask. Aujourd'hui, ce n'est plus une théorie, c'est bien le cas. Ce héros oublié de tous, dont il est l'un des seuls à se rappeler de ses exploits, symbolise bien évidemment le passé. En transmettant ses savoirs au héros du jeu, le héros du temps représente le fait de s'aider de son passé. Il est parfois nécessaire de se replonger dans son passé pour soigner ses problèmes du présent. En plus de cela, les deux Links s'aident mutuellement, car l'esprit du héros du temps peut maintenant reposer en paix, ses connaissances et ses savoirs transmis à sa descendance. Comme sous-entendu tout à l'heure, Xanto et son armée des ombres symboliseraient la dépression elle-même. Mais alors, qu'en est-il du véritable ennemi du jeu, Ganondorf ? Eh bien, comme très souvent, la dépression ne vient pas toute seule. Il y a, dans la majorité des cas, un déclencheur. Ganondorf est introduit très tard dans le jeu, comparé à un Ocarina of Time ou à un The Wind Waker par exemple. On apprend qu'il se sert de la faiblesse de Xanto pour lui offrir ses pouvoirs et le manipuler. Ganondorf s'est révélé bien plus fort que prévu, grâce à sa Triforce de la Force notamment. Plutôt que de devoir l'affronter, le royaume l'a envoyé dans le monde des ombres. Les sages ont clairement mis la poussière sous le tapis, Mais beaucoup savent que refouler ces problèmes qui viennent du passé, parce que c'est totalement le cas avec Ganondorf, il vient du passé de Ocarina of Time, n'est rarement quelque chose de bon. On voit bien les conséquences désastreuses que cela cause dans Twilight Princess. Xanto est donc un usurpateur sur plusieurs points. Il se fait passer pour le dirigeant du monde des ombres, mais aussi pour le véritable méchant de l'histoire. Ce qui explique donc pourquoi son casque est à l'effigie d'une tête de caméléon. Bref, je crois que vous avez compris, beaucoup d'éléments dans le jeu nous rappellent la détresse et la dépression. Nous savons aujourd'hui, et ça non plus, ce n'est plus une théorie, que les différentes zones du jeu de Majora's Mask, encore lui, représentaient les étapes du deuil. Eh bien, j'ai pu constater quelque chose de similaire dans Twilight Princess. Si le jeu aborde souvent, de manière implicite, le thème de la dépression, eh bien, les différentes régions du jeu en sont une belle représentation. Selon cette théorie, les zones de la carte, dans l'ordre dans lequel nous les rencontrons, sont la représentation des différentes phases par lesquelles une personne souffrant de dépression peut passer. Attention cependant, je me dois de préciser que, dans la vraie vie, ces étapes ne sont pas du tout figées. La santé mentale de chacun est unique, et si vous pensez que cela est nécessaire, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est très important. Ceci étant dit, passons à l'analyse. Nous disions en début de vidéo que le village de Toll représentait l'état initial, le quotidien de Link qui venait justement être bousculé par l'attaque des monstres. Une fois échappé des prisons du château d'Hyrule, Link découvre la première vraie région du jeu, la forêt de Firon. La forêt, nous le disions tout à l'heure, est recouverte par les ombres. Il est très difficile d'y progresser en y voyant clair. C'est pourquoi la lanterne est indispensable. Cette région de la carte représenterait la première étape, entre guillemets, une fois que la dépression prend racine. Les ombres s'installent et il devient difficile de progresser et de se projeter en y voyant clair. En plus de cela, les singes peuplant cette forêt sont faits prisonniers dans le temple sylvestre. Ces animaux, représentant la pureté et la sagesse dans la culture japonaise, sont enfermés et transmettent donc bien la perte de joie de vivre et l'état de détresse ressenti dans cette forêt. Une fois les singes libérés, le temple sylvestre parcouru et le premier fragment de cristal d'ombre récupéré, Link peut se rendre dans une autre région, la région d'Ordin, ou d'Ordine comme vous préférez. Ici, le héros découvre d'abord le village de Cocorico, où il ne reste plus grand monde tant les monstres du crépuscule ont fait rage. Les derniers survivants, ainsi que les enfants tauliens rescapés, sont contraints de ne plus vraiment sortir du village pour se protéger mutuellement, et car Cocorico est entouré par la plaine d'Hyrule, lieu où beaucoup de monstres se trouvent. Ordin, ou Ordine, représenterait alors le repli sur soi, ce moment où la personne se sent accablée de toutes parts et impuissante face à ce qui lui arrive.
cela est encore plus visible avec la montagne de la mort, zone de vie des Gorons, qui, justement, se replient sur eux-mêmes suite à un ordre des doyens de leur peuple, ne laissant plus de personnes extérieures venir sur leur montagne. En plus, les Gorons se replient réellement sur eux-mêmes, physiquement. Les membres de ce fier peuple, qui ont souvent pour habitude de représenter la force brute, se retrouvent complètement désemparés face à la disparition de leur chef et face à ce qui leur tombe sur la tête. Là encore, ce qui leur tombe physiquement sur la tête. Link pénétrera alors dans la mine Goron, aidera leur chef et récupérera le deuxième fragment du cristal d'ombre. Après cela, Link arrive dans la troisième grande région du jeu, la région de l'Anel. Le grand souci que rencontrent les habitants d'ici, on l'apprend assez vite, est le manque d'eau. L'eau ne coule plus jusqu'à la citadelle d'Hyrule, le lac Hylia est presque asséché et la rivière Zora aussi. Finalement, on apprend que le village Zora, situé en amont, est complètement gelé, les Zora avec, et que c'est donc pour ça que l'eau ne s'écoule plus. Ici, le lac Hylia, le village Zora et tout ce qui concerne la région de l'Anel représenteraient l'aggravement de la dépression. Tout est ralenti, voire figé à cause de la glace, ce qui irait presque jusqu'à causer le coupement des vivres pour une bonne partie du royaume. Les Zora, une fois dégelés, sont face à un vrai désespoir en sachant que leur reine a été assassinée. L'esprit de cette dernière exprime un vrai sentiment de culpabilité pour avoir laissé son peuple seul. Son fils, le prince Lars, est entre la vie et la mort et a été sauvé in extremis par Iria, qui a perdu la mémoire suite à son traumatisme. Bref, tout le monde va bien dans cette région. Le héros doit d'ailleurs récupérer la tunique Zora afin de respirer sous l'eau et de pouvoir s'enfoncer dans les profondeurs du lac Hylia. On comprend bien sûr la métaphore de la personne qui sombre de plus en plus dans les abysses. Le boss du temple abyssal se combat d'ailleurs dans une salle extrêmement profonde. De nombreux joueurs ont expliqué ressentir une certaine angoisse en voyant Link descendre de plus en plus dans cette eau qui semble sans fond. Un autre élément qui a beaucoup marqué les joueurs dans cette région est le récit de l'esprit de l'Anel, qui s'accompagne de visions plus qu'étranges, voire dérangeantes. Plusieurs personnes n'ont pas vraiment compris ce que cette scène faisait là. Pourquoi trouver cette scène dans un jeu comme un Zelda ? Dans certains cas graves, malheureusement, la dépression peut s'accompagner d'hallucinations lorsqu'elle atteint une étape critique. Les visions que procure l'esprit de la lumière à Link ressemblent beaucoup à des hallucinations. Dans le jeu, elles ont pour but de prévenir le héros de la possible dangerosité du cristal d'ombre qu'il est en train de reconstituer. Justement, après avoir terminé le temple abyssal, Link et Midona retrouvent le dernier fragment de cristal. Midona pense avoir la solution à tous ses problèmes, mais non. Le cristal d'ombre reconstitué, Xanto débarque et le vole au héros, lui donnant, de façon définitive, une apparence de loup. Xanto annonce à Midona que le cristal d'ombre ne servira à rien. La solution, après laquelle elle court depuis le début, est finalement inutile. La dépression ne se soigne pas comme ça. Elle nécessite bien souvent de fouiller en soi, de chercher la solution en soi-même. Ceux qui connaissent la suite du jeu voient peut-être déjà où je veux en venir. Toujours est-il que Link est dans une situation critique, mais que Midona encore plus. En retrouvant la princesse Zelda, celle-ci se sacrifie pour lui sauver la vie. Midona change alors de vision des choses et de comportement. Les deux compagnons se dirigent alors dans le sanctuaire de la forêt pour y trouver l'épée de légende. Ici, tout est une référence au fait de se tourner vers son passé. Les bois perdus, le temple du temps, Skull Kid, tout nous rappelle le passé de la série, notamment Ocarina of Time. L'épée de légende délogée de son socle, Link peut reprendre une apparence humaine et se diriger vers la 4e région du jeu, le désert Gerudo. Cette zone de la carte est éloignée de tout. C'est la seule région où personne ne vit, mis à part des monstres. Le climat du lieu n'est absolument pas favorable à toute forme de végétation non plus. Le donjon de cette zone, la tour du jugement, n'est pas plus accueillante avec ses squelettes, ses fantômes, ses momies et j'en passe. Vous l'avez peut-être compris, malheureusement, après être tombé au plus bas, certaines personnes atteintes de dépression peuvent ressentir l'envie
de mettre fin à leur jour. Dans cet endroit, tout est une référence à la mort elle-même. Et en même temps, Midona a failli y passer, Link a cru qu'il allait rester loup, la princesse Zelda s'est sacrifiée. Bon, on a connu meilleurs jours. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse dans la vidéo pour vous dire que si vous avez, vous, ce genre de pensée dans votre esprit, il est primordial de vous faire aider. Ce n'est jamais la bonne solution. Si vous en ressentez le besoin, je vous affiche les numéros verts adaptés. Faites-vous aider, encore une fois, c'est très important. Revenons à nos moutons. Une fois la tour du jugement escaladée, Link découvre le miroir des ombres brisé. Le seul portail entre le monde de la lumière et le monde des ombres a été détruit. Vous n'avez jamais trouvé bizarre que le passage entre ces deux mondes soit un miroir ? Pourquoi pas une porte ou un point de téléportation ou juste une faille ? Non, un miroir. La symbolique devient évidente. Pour aller mieux et vaincre le mal qui nous accable, il faut s'introspecter. Il faut accepter sa part d'ombre et trouver les réponses en soi. La deuxième partie du jeu représente le long chemin vers la guérison. Pour cela, Link fera la rencontre de compagnons de voyage qui, eux aussi, veulent chasser les monstres et ramener la lumière. La deuxième partie du jeu représente alors aussi le besoin d'être épaulé. Dans ce chemin vers le fait d'aller mieux, la première étape dépeinte par le jeu est représentée par la prochaine région, les Pics Blancs. Zone glaciaire entièrement recouverte de neige, les Pics Blancs sont, un peu à la manière du désert Gerudo, très peu peuplés. Même les monstres se font rares dans ce lieu au blanc pur et immaculé. Contrairement aux autres musiques du jeu, qui sont bien souvent orchestrales, celle des Pics Blancs est plutôt discrète. Cette région représenterait alors le fait de faire une pause, de s'éloigner de son quotidien pour prendre du recul et respirer. En faisant cela, nous nous permettons à nous-mêmes de découvrir de nouvelles choses. Dans le jeu, Link découvre alors un nouveau peuple, jamais vu dans la série auparavant, les Yétis. Cependant, on comprend bien que le chemin vers la guérison est encore long. Les plusieurs mètres de neige empêchent bien souvent le héros de progresser comme il le souhaiterait. Il est encore difficile d'avancer, mais pas impossible. Dans le donjon, les ruines des Pics Blancs, la femme Yéti se transforme en monstre à cause du morceau de miroir qu'il est difficile de contrôler. Finalement, les Yétis n'ont pas besoin de miroir, mais d'amour. L'amour guérit souvent beaucoup de choses, ou du moins y contribue. Une fois le premier morceau de miroir récupéré, Link se rend dans la prochaine région, qu'il a en fait déjà à moitié visitée, les ruines du Temple du Temps. En revanche, cette fois-ci, il ne se contentera pas de se tourner vers son passé en surface. Il va y pénétrer, littéralement. On en a déjà parlé plusieurs fois, il est souvent primordial de fouiller son passé pour régler ses problèmes du présent. Ici, le héros retourne alors directement dans le temps, à l'époque où le temple était encore sur pied. Dans cet endroit, les araignées pullulent. Ces petites bêtes ont souvent une mauvaise connotation dans l'imaginaire collectif. Les araignées symbolisant souvent un endroit vieux et sale, Link en débarrasse le temple et fait donc le ménage dans son passé jusqu'au boss du temple en obtenant justement le pouvoir de bouger ce qui était jusqu'à présent figé. En plus de cela, Midona fait même la remarque dans le temple. Ici, tout est droit, tout est symétrique, représentant peut-être une recherche de stabilité. Une fois la statue ramenée à sa juste place, le héros récupère le deuxième morceau de miroir et peut revenir dans le présent. Pour se rendre dans l'avant-dernière région du jeu, Link doit d'abord sauver la vieille Impa et faire retrouver la mémoire à Iria, son amie d'enfance. Suite à cela, il découvre un canon géant qui le conduit directement dans les cieux, à Célestia. Célestia est le lieu d'habitation du peuple célestien, dont fait partie Baba, amie de Link qu'il s'est faite au fil du jeu. On est sur la bonne voie de la guérison. Au bout d'un certain temps, on arrive à prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous arrive et à aller de l'avant. D'ailleurs, aviez-vous remarqué que le temple de Célestia demandait beaucoup aux joueurs de gérer son stress ? Les grosses bourrasques qui menacent de faire tomber Link quand il est sur un pont,
les cibles de grappins qui s'effondrent quand on s'y accroche, le fait de devoir faire le funambule en équilibre sur des fils tendus, ou même tout simplement le vide constant sous les pieds de Link. On apprend donc à gérer son stress et ses angoisses, et on commence petit à petit à voir la lumière au bout du tunnel. Le héros vainc le dragon qui terrorisait la population locale et récupère le dernier morceau de miroir. Link aura réussi sa quête. Il a reconstitué le miroir des ombres. Symboliquement, il a reconstitué son reflet. Il s'est reconstitué en recollant les morceaux. Midona et lui peuvent donc se rendre dans le monde des ombres en empruntant le passage ouvert par le miroir. Link apprend par la même occasion que son compagnon de voyage est en fait, depuis le début, la princesse du crépuscule et qu'elle cache en elle une profonde douleur due au rejet qu'elle a subi. En entrant dans le monde des ombres, elle demande même à Link si elle peut rester cachée dans son ombre encore un peu. Nous le répétons depuis le tout début de la vidéo, les ombres qui s'abattent sur le monde de la lumière représentent la dépression qui envahit tout notre esprit. Si Link peut se rendre dans le monde des ombres en traversant le passage ouvert par un miroir, cela représente le fait de réussir à rentrer dans son inconscient, l'endroit où se trouve tout ce qui a été refoulé, tout ce qui a été transformé en monstre, mais qui n'était en fait pas monstre à la base. Link parcourt le palais du crépuscule pour retrouver Xanto, pour vaincre, une bonne fois pour toutes, la dépression. Comme le dit si justement Midona à l'usurpateur, qui montre son vrai visage, nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici sans la malédiction que tu as lancée sur Link. En effet, elle détruit, elle fait souffrir, elle nous cause du tort, mais la dépression n'est pas toujours là par hasard. Parfois, elle est même synonyme d'une véritable transition dans la vie de quelqu'un. Pour certaines personnes, la dépression se révèle même nécessaire. Le combat contre Xanto est le combat qui comporte le plus de phases, tous jeux Zelda confondus. Il reprend les caractéristiques des combats effectués jusqu'ici, usurpant donc l'identité des boss. Lors de la dernière phase, il montre sa vraie nature. Il est au pied du mur, il se bat directement au corps à corps dans une folie extrême. Xanto finira quand même par être battu. Dans son dernier discours, il explique, dans un dernier moment de folie, que tant que Ganondorf vivra, il renaîtra de ses cendres. Le message est simple. Tant que l'origine de la dépression n'est pas traitée, la dépression ne partira pas. Midona, dans un accès de rage, transperce Xanto à l'aide de son pouvoir. Ce dernier explose, tel un gros ballon. Il ne reste plus qu'une chose à faire pour Link et Midona, vaincre Ganondorf. Ce dernier s'est terré au château d'Hyrule, qu'il s'est d'ailleurs complètement réapproprié. Arrivé dans la plus haute tour du palais, le Seigneur du Mal les y attend. Le dernier combat du jeu est lancé, 4 phases pour un seul but, abattre le mal. Une fois transpercé une bonne fois pour toutes par l'épée de légende, Ganondorf voit Xanto une dernière fois. Celui qu'il manipulait depuis le début brise le cou de Ganondorf une bonne fois pour toutes, se brisant lui-même le cou au passage, car, il l'a dit lui-même, tant que Ganondorf est en vie, il le sera aussi. L'origine de la souffrance n'existe plus, la dépression n'a donc plus de raison d'être là non plus. Et voilà, je vous ai conté ma théorie sur ce que raconte mon jeu préféré, Zelda Twilight Princess. Un jeu au sous-texte sombre, mais à la morale plutôt positive. Oui, quand l'ombre s'abat sur notre lumière, on souffre. Mais la cause de nos souffrances n'est pas toujours l'ombre elle-même. Cela peut prendre du temps et de l'énergie, mais une fois l'origine du mal affrontée, la lumière n'est que plus belle. Dans la scène finale, Midona, qui a retrouvé sa véritable apparence, présente ses adieux à Link et à Zelda. Dans un jeu au sous-texte pourtant si profond, l'unique larme se trouve ici. Cette larme, lâchée par la princesse du crépuscule, suffit à détruire le miroir des ombres. Ce qui a été rendu conscient pour se soigner n'a pas pour vocation de le rester. Le monde de la lumière et le monde des ombres ne se reverront plus. Link
ne reverra plus Midona. La santé mentale est quelque chose de primordial. Il ne faut surtout pas la sous-estimer. Il est donc important de vous trouver des passions dans la vie, de quoi vous évader un peu. Personnellement, cette chaîne YouTube est un véritable cadeau que vous me faites chaque jour. Ceux qui connaissent la chaîne le savent bien. Zelda m'a sauvé la vie.